Bonjour Mariam. On va s'intéresser au Maroc avec une refonte de la stratégie pour l'emploi. Oui, parce qu'on le sait, l'emploi, c'est sans doute la question qui touche le plus directement les Marocains. Avoir un travail, en trouver un, en garder un, en vivre dignement. Et sur ce terrain-là, le Maroc est à un moment, disons-le, clé. D'abord, le constat, l'économie tient, les investissements avancent, mais les opportunités d'emploi n'avancent pas au même rythme. Et les chiffres sont parlants. La population en âge de travailler augmente, mais les emplois créés restent insuffisants, surtout pour les jeunes et le monde rural. Et c'est dans ce contexte précis que la Banque mondiale entre en jeu. Selon Le Matin, elle prépare un appui de 500 millions de dollars pour accompagner la feuille de route marocaine pour l'emploi. Objectif, 1,45 million d'emplois créés d'ici 2030 et un chômage ramené à 9% au lieu des 13% qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'emploi, ce n'est pas seulement créer des postes, c'est aussi le salaire à la fin du mois. Et là-dessus, le gouvernement a tranché. La Relève rappelle que depuis le 1er janvier 2026, soit hier, le SMIC a augmenté de 5% pour atteindre 17,92 dirhams de l'heure, soit environ 3 422 dirhams bruts par mois. Dans le secteur agricole, cette fois, c'est le SMIC qui augmente aussi de 5% pour atteindre les 97,44 dirhams par jour. Mais ça sera à partir du 1er avril 2026. Une revalorisation inscrite dans un accord social avec bien sûr une volonté de soutenir le pouvoir d'achat dans un contexte de hausse de prix et de pression sur les ménages. Mais sur le terrain, notamment dans le monde rural, la réalité reste un peu plus contrastée. Quand l'emploi local ne suffit pas, beaucoup cherchent ailleurs. Et tel qu'elle souligne que 81% des travailleurs saisonniers recrutés en Espagne en 2025 étaient marocains et majoritairement dans l'agriculture et à plus de 80% des femmes. La migration circulaire devient alors comme une sorte de soupape économique. On part quelques mois, on envoie de l'argent puis on revient. Un système donc encadré mais qui révèle surtout le manque d'opportunités durables dans certaines régions rurales. Et derrière l'emploi d'aujourd'hui, il y a surtout la question des métiers de demain. Les chiffres parlent encore aussi cette fois. Entre 2023 et 2024, 92 000 emplois ont été créés au Maroc, mais avec un basculement net. Plus 162 000 emplois en ville contre moins 80 000 en zone rurale. Autrement dit, l'emploi se déplace principalement vers les services, pendant que l'agriculture continue de perdre des emplois. Alors, Maroc Diplomatique questionne quels seront les métiers de 2030, d'abord dans le numérique et l'intelligence artificielle, ensuite dans la transition énergétique avec un besoin énorme en ingénieurs. Les métiers de la santé et du paramédical montent aussi en puissance avec le vieillissement de la population et l'élargissement de l'accès aux soins. Et puis, il y a un symbole fort, l'aéronautique. Aujourd'hui, le secteur emploie 26 000 personnes et le Maroc prévoit de former 10 000 autres nouveaux talents d'ici 2030. En somme, les emplois de demain sont déjà là. Mais l'enjeu est désormais d'anticiper, de former et d'accompagner cette transition pour que la jeunesse marocaine soit prête, disons-le, au bon moment. Les Africains, cette fois, ont pour ambition de vouloir mieux profiter des revenus des minerais stratégiques. Oui, l'or, l'argent, le cuivre, le cobalt, en 2025, tous ces métaux ont flambé. Et sur le papier, l'Afrique avait tout pour être gagnante. Selon le 360 Afrique, les chiffres donnent le tournis, plus 70% pour l'or, plus 144% pour l'argent, plus 120% sur le cobalt. Une envolée historique stimulée par des tensions géopolitiques, la transition énergétique, le retour des métaux comme donc valeur refuge. Mais la vraie question est là, est-ce que cette hausse profite vraiment aux pays africains? Dans certains cas, oui, l'Afrique détient près de 30% des réserves mondiales d'or et des pays comme le Ghana, le Mali ou le Burkina Faso voient leurs recettes augmenter, surtout lorsqu'ils ont renforcé leur contrôle sur leurs ressources en révisant leur code minier ou en augmentant leur part dans les sociétés d'exploitation. Mais pour beaucoup d'autres, le paradoxe reste entier, faute de transformation sur place, de raffinage ou de part suffisante dans les chaînes de valeur. La richesse continue d'échapper et les revenus suivent peu. Et justement, pour tenter d'y remédier, un projet inédit a vu le jour dans les derniers jours de 2025. Selon Ahram Info, l'Égypte et Afrimex Bank se sont associés pour créer une banque africaine de l'or basée au Caire. Un minerai
considérée comme la valeur refuge par excellence et dont le cours ne cesse d'exploser. Car aujourd'hui, le continent produit, on l'a dit, plus de 30% de l'or mondial, mais sa valeur ajoutée échappe encore largement aux économies africaines. L'objectif de cette banque est donc simple, à raffiner l'or, le stocker sur le continent et l'utiliser comme un levier financier pour les États et les banques centrales africaines en réduisant leur dépendance aux devises étrangères et en sécurisant une recherche stratégique pour les générations futures. Mais, car il y a toujours un mais, cette volonté de reprise en main n'est pas sans tension. Jeune Afrique en donne un exemple très concret avec la Guinée, avec le retrait de permis miniers à plusieurs entreprises étrangères, dont le groupe émirati Axis qui a engagé une procédure d'arbitrage international réclamant près de 29 milliards de dollars à l'État guinéen. Et derrière ce bras de fer juridique, une réalité, de plus en plus de pays du continent veulent reprendre le contrôle de leurs ressources quand certains investisseurs invoquent, eux, la sécurité juridique et les contrats signés. On s'intéresse également aux conséquences sur le monde après les coupes budgétaires à l'Organisation des Nations Unies. On en parlait hier dans le journal. Ce sont 300 millions de dollars de moins dans les caisses qui vont entrer, 20% des emplois qui vont disparaître, et il y aura évidemment des conséquences en chaîne, l'effet domino, quoi. Exactement. Donc l'ONU, c'est le constat, doit se serrer la ceinture. Et justement, selon ONU Information, l'organisation va adopter un nouveau budget de 3,4 milliards de dollars. Et c'est une baisse de 7% avec 2400 postes supprimés. Vous l'avez dit, Rachid, une décision lourde prise après des négociations tendues dans un contexte de crise financière chronique. Alors pourquoi ces coupes déjà? D'abord parce que certains États réclament depuis des années une ONU moins bureaucratique, donc plus efficace. Et Washington, qui est le premier contributeur de l'organisation, assume cette ligne. Pour elle, moins de dépenses de fonctionnement, c'est plus de réformes structurelles. Et ce budget 2026 n'est selon eux qu'un début. Mais ces économies ont un prix. Moins de postes, c'est aussi moins de capacité d'action à un moment où les crises explosent. Conflits, famine, déplacement de population. L'ONU doit continuer d'assurer ces 3 missions clés. Paix, développement, droits humains, avec des moyens qui sont aujourd'hui réduits. Mais paradoxe, en même temps, les États-Unis, eux, promettent 2 milliards de dollars d'aide humanitaire aux Nations Unies pour cette année, selon Tchad Info. Une aide donc ciblée, conditionnée, pensée pour rationaliser l'action humanitaire. Mais problème, ce montant reste largement inférieur aux 17 milliards de dollars que Washington finançait encore il y a quelques années. Et d'autres grands donateurs, comme la France ou l'Allemagne, ont également réduit leur budget. Résultat, les besoins augmentent plus vite que les moyens et l'ONU lance un appel de 23 milliards de dollars pour 2026 afin de répondre aux urgences mondiales. Et donc sur le papier, l'objectif est clair et simple, faire mieux avec moins, mais sur le terrain, les conséquences sont immédiates. Au Soudan, par exemple, la guerre fait rage depuis près de 2 ans et c'est là que les mots de l'ONU prennent une dimension glaçante. Sur TV5 Afrique, la coordinatrice humanitaire adjointe des Nations Unies au Soudan, Rosaria Bruno, s'exclame: on a l'impression que le monde n'est pas assez horrifié. À El Fasher, dans le Darfour du Nord, la première mission de l'ONU n'a pu se rendre sur place qu'après 18 mois de siège. 18 mois, je le répète, sur place, les humanitaires découvrent une ville meurtrie, des civils traumatisés, des hôpitaux vidés de médicaments, des femmes enceintes sans soins, des enfants sans eau potable. Une guerre symbole du chaos où le personnel manque, les stocks de vivres sont vides, les récits des massacres continuent d'affluer. Et toute la contradiction est là. On demande à l'ONU d'être plus efficace, plus rapide, plus présente, tout en réduisant ses moyens face à ces crises dans le monde, un monde qui accepte aujourd'hui de réagir, de regarder sans agir. Rachid. Effectivement. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 janvier 2026. Quel autre 2 janvier avez-vous retenu dans l'histoire? Alors, retour au cours d'histoire, Rachid, aujourd'hui. Ça fait toujours du bien. Et je vous emmène. En plus, c'est un jour qui a failli basculer l'histoire de tout un pays. Et c'est le 2 janvier 1964, cette fois-ci, au Ghana. Et ce jour-là, Kwame Nkrumah, premier président du Ghana et figure majeure du panafricanisme, survit
écoutez bien, à sa 5e tentative d'assassinat. Oui, 5 fois. 5 fois où la mort l'a frôlé, mais où il s'en sort encore et toujours vivant, mais surtout très marqué. Car derrière ces attaques, il y a un climat, un pouvoir de plus en plus contesté, une vision politique qui se durcit. Et quelques mois après cette tentative, Kwame Nkrumah transforme le Ghana en un État à parti unique et s'octroie le pouvoir de révoquer des juges, une décision qui ne passe pas et qui fracture le pays. Pourtant, Kwame Nkrumah est aussi cet homme qui rêvait d'une Afrique unie, souveraine, libérée de la tutelle coloniale, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, et celui aussi qui pose les bases de l'industrialisation du pays et qui pensait justement le Ghana à long terme. Malheureusement, l'histoire de ce rêve s'arrête en février 1966. Alors qu'il est en voyage à l'étranger, il est renversé par un ultime coup d'État. Mais l'histoire a parfois le sens du retour. Aujourd'hui, au Ghana, son nom est partout. Rond-point, billets de banque, mausolée à Accra. Et face au siège toujours de l'Union africaine à Addis Ababa, une statue qui rappelle ce qu'il fut avant tout un visionnaire, mais qui porte encore une interrogation encore vive sur le continent. Comment transformer un idéal politique en un pouvoir juste, surtout et durable ? C'est la grande question. C'était un 2 janvier au Ghana. Autre 2 janvier, celui de 1492, par exemple, avec la chute de Grenade et la fin de la Reconquista. Oui. J'ai fait des recherches. Oui, je l'ai vu aussi. Bon, c'était la fin du grand monde musulman en Andalousie. Voilà, il se passe toujours beaucoup de choses en un seul jour. Effectivement. Merci. Il faut faire des choix, c'est ça. Merci beaucoup, Mariam Kokaina.